Bonjour à tous. Qui je suis n'a pas d'importance pour vous puisqu'on ne se connaît pas. Mon nom est Patrick Bolin, mais ça ne définit pas qui je suis. Ce que je fais de la sophrologie et puis j'essaie de placer en entreprise maintenant une meilleure connaissance de l'être pour que la personne qui se trouve dans l'entreprise et dans son cadre de travail puisse optimaliser ses performances et son potentiel. Alors, pourquoi j'ai nommé ça Ode à la vie? Parce que, effectivement, je me suis rendu compte, parce que je suis un vieux monsieur, je me suis rendu compte depuis que je suis tout petit, que la vie a toujours été quelque chose de peu compris, ou pas compris. Tout petit, sans doute comme vous, il y a encore une place ici devant. Tout petit, et sans doute un peu comme vous, j'ai été confronté au fait de certaines circonstances. Et puis, je me disais, mais pourquoi ça existe cette histoire-là? Pourquoi il faut vivre ça? Et on me répondait, bah, c'est la vie. Mes parents me répondaient, c'est la vie. Et donc, j'ai associé à ma psyché, quelque part, le fait de vivre des circonstances parfois douloureuses à la vie. La vie, c'est pas ça. Et on en convient tous, la vie, c'est pas ça. Donc, j'ai essayé de chercher par moi-même une définition de ce que pouvait être la vie et des causes de la souffrance qui sont dans nos vies. Alors je cherche déjà ça depuis très longtemps et évidemment quand on a à disposition tout le parc de données et informatiques ou autres qui existent, ben on a beau chercher quelque chose, on ne va pas trouver grand chose sur la vie. On va trouver des choses sur la vie quelque part, mais pas sur ma vie, puisque c'est essentiellement ça qui m'intéresse. Et donc j'ai cherché pendant tout un temps et de manière très psychanalytique, j'ai réussi à trouver quelque chose qui pouvait être intéressant dans le sens où on était dicté par des peurs. Essentiellement deux peurs, la peur du vide et la peur de la mort. La peur du vide n'a pas beaucoup d'importance puisqu'effectivement elle est salvatrice dans ce qu'on a à faire. Mais la peur de la mort, je trouvais quelque chose d'assez curieux dans cette peur-là. Parce que, tout d'abord, la peur de la mort, je suis d'accord que c'est une épée de Damoclès qui peut nous tomber d'un moment à l'autre, mais quelque part, on n'a pas de possibilité d'action sur cette chose-là. Et j'avais du mal à déterminer qu'effectivement, la vie par rapport à la mort, il y avait quelque chose qui était lié. Parce que, quel est le rapport qu'il y a entre la vie et la mort? Question bizarre. La mort n'est pas le contraire de la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. La vie n'a pas tellement de contraire. Et donc, j'ai essayé de sortir de ce cadre-là, de ce qu'on nous aurait dit, voilà, on vit avec cette épée de Damoclès en permanence. J'ai bien constaté dans les relations et dans les connaissances que j'ai eues par rapport à certaines personnes qu'il y a des gens qui étaient effectivement conditionnés avec ça. Je me rappelle de ce jeune couple il y a 40 ans qui a perdu un petit enfant. Puis c'était un accident, et puis ils se sont déchirés l'un l'autre, reprochant à l'autre la cause de ce qui était arrivé. Ils ont fini par divorcer, depuis 40 ans, ils sont dans un état dépressif profond. Depuis la dernière chose que j'ai vue chez eux, c'était il y a 1 an, où la dame a mis le feu à sa maison pour essayer de se suicider. Une autre idée par rapport à cette peur-là, bah, c'est la dame que je vais voir régulièrement, et puis je lui dis, bah, tu sais Raymond, tu pourrais de temps en temps prendre un petit copain, un petit compagnon, un petit chat, un petit chien. Et puis elle me répond, elle me dit, mais tu sais Patrick, elle dit, qui va s'en occuper quand je serai parti? Donc c'est vrai que la mort, cette peur de la mort, conditionne notre vie et peut être cause de souffrance. Peut être cause de souffrance. Mais il y avait autre chose, et c'est pas ça qui me chipotait. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, je voudrais juste que vous écoutiez sans y réfléchir. Pas seulement écouter que les mots, écoutez l'espace entre les mots. Ce que ça vous amène en vous, ce que ça va vous ramener à votre conscience ou va vous faire résonner en vous. Je vais essayer de reconsidérer un petit peu
l'être humain dans ce qu'on a pu penser qu'il était quelque part. Mais je ne veux pas rentrer dans les polémiques et je ne veux pas commencer à me lancer dans des grands débats. Je veux simplement en discuter pour voir ce que ça fait résonner en vous. J'ai essayé de réfléchir pendant tout ce temps-là et puis j'ai eu la chance aussi de passer de l'autre côté pendant quelques temps et puis ça m'a permis de résoudre pour moi en tout cas cette problématique de la mort. Ça ne m'a pas empêché de souffrir puisque quand je suis revenu, les souffrances étaient toujours là. Mais au moins ça me permettait de me décharger de ce truc-là et je n'ai plus de crainte par rapport à ce qui se passe par après. Et donc, à la place de perdre mon temps à essayer de considérer dans ma vie la mort ou cette finalité comme souffrance, je me suis dit, je vais peut-être me baser sur quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, c'est de savoir s'il y a une vie avant la mort. Ce qui est loin d'être le cas, parce qu'on est plus souvent en ce moment dans un état de survivance que dans un état de vivance. On survit à ce qu'il y a, on essaye de sortir la tête de l'eau en permanence, on vit dans les souffrances, mais en réalité, ce n'est pas une vie, ça, quelque part. Je me suis dit, mais nom de Zeus, pourquoi finalement nous sommes confrontés à ce genre de choses-là, ce genre de considérations-là? J'ai trouvé 4 choses, 4 points qui pourraient éventuellement m'éclairer. Peut-être, premier point, peut-être que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Ah, vous savez tous comme moi, l'homme est le produit le plus évolué de sa génération. Mais quand même, c'est bizarre, c'est peut-être le produit le plus évolué, mais quand on voit chez l'animal, quelque part, vous verrez qu'à l'état naturel en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont névrosés et encore moins psychotiques. Ça n'existe pas. En état naturel, l'animal il ne se pose pas de questions, il vit. Il vit tous les jours, il est bien dans sa vie et il n'est pas du tout névrosé. L'être, produit évolué, si. La deuxième chose qui pourrait être intéressante à considérer, dans ce point-là en tout cas, c'est que l'homme ou l'être humain n'a que très peu conscience de son environnement. Parce qu'on dit toujours, l'être humain c'est un individu ou un animal qui a conscience de sa conscience. Mais si vous y réfléchissez bien et si vous regardez un peu en vous, en étudiant votre comportement, on verra qu'au niveau de la conscience, on est conscient que pour 1% de ce que l'on est. Un seul pourcent, pas plus. Et en plus, on n'a pas conscience de son environnement. Je reprends le parallèle avec l'animal. Vous ne verrez jamais un animal détruire l'environnement qu'il nourrit. Ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs un proverbe chinois qui dit « Le chien ne mord pas la main qui le nourrit ». Parce que c'est dans sa nature profonde. L'homme, si. On continue et on se rend compte effectivement que l'homme ou l'être humain n'a que très peu d'amour de lui-même. Et il va vivre dans des peurs qu'il va se générer lui-même par un mental débordant. Il va penser à la feuille d'impôt qu'il aura à remplir, aux sous qu'il n'aura pas à la fin du mois, ou il va rester dans le passé comme on vient de le voir parce qu'il y a eu une souffrance terrible, mais il ne sera jamais au moment où il vit, effectivement, il sera soit dans ces deux illusions qui sont le passé et le futur. Et donc il espère créer une société ou un environnement de vie sur base d'un non-amour et sur base de peur. À mon sens, je n'ai pas l'impression qu'il va y arriver. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui serait qui pourrait être intéressant à étudier, c'est les choses normales de la vie. Donc, je vous ai dit, ne réfléchissez pas à ce que je dis, il ne faut pas se lancer dans des grandes choses. Les choses de la vie, c'est quoi? Je viens au monde, je nais, et puis je me retrouve avec une lacune. J'ai une lacune fondamentale. Je ne connais rien de l'environnement dans lequel je suis. Nous sommes tous d'accord. Et en vertu de ce principe-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se mettre au monde. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour être au monde. Pour être au monde. Et je précise bien, être au monde. Et là est tout le jeu, justement. Et donc, pour ce faire, on a un système de parents, on a un système d'amis, on a un système éducatif, l'éducation nationale, qui va se faire une joie, de nous mettre dans un environnement pour nous apprendre des choses, pour nous faire comprendre des choses. Comprendre. Prendre avec les choses telles qu'elles existent. Comprendre, c'est prendre avec. Et donc, on va se retrouver dans une école
ou dans un système éducatif quel qu'il soit, pour acquérir une compétence. Commencez à voir ce qui se passe. On va acquérir une façon d'être dans cette société. Mais on ne vous dit pas que c'est être dans cette société. On va vous apprendre quoi? On va vous apprendre un métier. On va vous dire pour vivre, il faut être architecte, il faut être avocat, il faut être médecin, il faut être électricien, il faut être ébéniste. Et donc, vous allez acquérir des compétences, quelque part, qui vont déterminer ce que vous allez pouvoir être dans la société. Sauf qu'on le fait d'une manière toute bête. On vous l'amène en vous apprenant un faire, un savoir-faire. Et ce savoir-faire va éventuellement vous permettre d'arriver à de l'avoir. C'est-à-dire d'avoir une maison, d'avoir des voitures, etc., etc. Mais le conditionnement, dès le départ, c'est de dire, pour être dans la société, il faut faire. Ça n'a rien à voir. J'ai commencé la conférence par vous dire, qui suis-je? Je ne le sais pas moi-même, ça n'a pas d'importance. Ce que je fais de la sophrologie, ou je fais autre chose. Mais je fais quelque chose. Mais ce que je fais ne définit pas ce que je suis. Il y a une différence entre être avocat ou avoir une personne qui a un métier d'avocat et une personne qui est. La personne qui est dans la peau de celui qui est avocat n'est pas du tout, ça n'a pas du tout de rapport. Et donc on nous pousse naturellement dans les bras d'une société qui nous apprend à être dans cette société pour servir les intérêts de cette société et pas les nôtres. Et pas les nôtres. Parce qu'il va falloir beaucoup de temps finalement à un certain moment pour qu'on se rende compte qu'on est mal et qu'on commence à prendre soin de soi, et puis que vous allez vous retrouver ici dans ce genre de salon pour essayer de savoir pourquoi je ne suis pas bien en moi, et finalement, qui est celui qui n'est pas bien en moi? Est-ce que c'est l'avocat? Non. Est-ce que c'est le médecin? Non. Est-ce que c'est le plombier? Est-ce que c'est l'enseignant? Non, ce n'est pas l'enseignant qui n'est pas bien, c'est la personne qui exerce un métier d'enseignant qui n'est pas bien. Et donc on commence à ce moment-là, mais avec beaucoup de recul, à se rendre compte qu'il y a une différence entre le faire qu'on nous a imposé et l'être. Ça va même tellement loin dans la réflexion qu'à un certain moment, on est le diplôme qu'on obtient. Et donc si on n'a pas de diplôme quelque part, et la France est bien placée pour ça, si on n'a pas de diplôme, on n'est rien. C'est incroyable. Il faut un bout de papier qui affiche effectivement un terme et une expression de ce qu'on peut faire et qui définit ce que l'on est. Ça n'a rien à voir. Mais on est conditionné pour ça. Donc, on est toujours dans l'explication des causes de la souffrance qu'il y a en nous. Donc, le premier conditionnement. Et donc, comme on ne nous dit pas ça au départ, on ne vous dit pas, mais tu sais, Patrick, tu vas aller à l'école, mais tu vas apprendre du faire pour éventuellement avoir de l'avoir, mais ça ne te garantit pas qu'un jour tu vas apprendre à être. On ne nous le dit pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous savez comme moi, la vie, à ce moment-là, elle revient à l'assaut, et puis elle nous amène des circonstances. Elle nous amène des événements, elle nous amène des relations, elle nous amène des choses qui font qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans une interrogation par rapport à soi. Il va nous arriver un truc grave. Et comme on est conditionné par la société qui nous a mis à l'extérieur de nous-mêmes, ben la première chose qu'on va faire quand il va nous arriver quelque chose de dérangeant, une crise ou un événement grave, eh ben on va rejeter ça sur la faute de l'autre. On va rejeter ça sur la faute de la société. On va dire, mais ça ne me concerne pas. La chose qui vient de me tomber sur la tête, ça concerne les autres. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est en imputer la faute aux autres. Perdre cette responsabilisation. Et la crise, pourtant, elle est fondamentale pour pouvoir avancer. Sans crise, sans difficulté dans notre existence, il est impossible qu'on avance. Si toute notre vie, on vit dans une entreprise et qu'il ne nous arrive jamais rien, ben on va sortir de notre vie actuelle dans le même état que quand on y est rentré. Les crises sont là pour nous transformer, sont là pour arranger ce que l'on est et nos lacunes quelque part en nous. Mais on ne les considère pas comme telles et on ne les considère pas comme des opportunités pour être mieux, on va les considérer comme une fatalité qui nous tombe dessus, comme une catastrophe qui nous tombe dessus. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui peut essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on souffre autant, c'est que la même société dans laquelle on est plongé, elle est purement mentale. Elle est tout à fait dans l'intellect.
un médecin et un avocat sera toujours mieux considéré qu'un plombier zingueur. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est-à-dire que généralement, quand on est dans l'intellect, on est mieux considéré que quand on est manuel. Ok. Mais ça va à un tel point qu'on se dit la seule chose qui est importante, c'est ce qui se passe là-dedans. Et donc on va considérer plus important le kilo 250 de cerveau que les 90 kilos du corps. Et on va dire le corps, ça ne sert à rien le corps. Voire pire encore, on va être dans le déni du corps. C'est-à-dire que sociétalement parlant, une angoisse existentielle que vous allez exprimer sera considérée comme, non pas quelque chose de normal, mais encore pire, comme une tare. C'est-à-dire que tu as des angoisses, toi? Va consulter, va voir un thérapeute, va voir un psy. Donc le corps qui exprime un mouvement à l'intérieur de lui qui sont des émotions, qui sont des pensées dans le corps, c'est ça une émotion, ne sera pas considéré. Et donc on va rejeter d'office tout ce qui nous appartient et qui sort de ce cadre-là. Et puis, on a toujours plus tendance à dire, ouais, tu sais, le gars il parle tout seul là, oh, c'est pas grave, écoute, il a du boulot, il est stressé. Mais quand il y a une angoisse, on dit, ouh, ça c'est grave. Quand il y a des pensées qui tournent en permanence dans la tête, on dit, bon, quand vous n'allez pas bien avec ça, vous allez peut-être vous poser la question de savoir s'il faut changer, mais les angoisses, oh alors, il faut que j'aille voir un thérapeute, il n'y a rien à faire, j'ai des crises d'angoisse, je ne suis pas bien. Mais non, qu'est-ce que sont les angoisses? Les angoisses, pour 3/4 du temps, sont des messagers. Sont des messagers qui vous disent « Attention, ne m'oublie pas, j'existe ». Et quand vous commencez à considérer ce genre de problématique dans le corps, eh bien, à un certain moment, il va y avoir des distorsions, et puis vous allez devoir traiter ces distorsions, mais quand vous en serez à l'état pathologique, quand il y aura vraiment un problème, vous ne saurez pas en sortir. Ça, c'est le point suivant. Ensuite, le dernier point de la liste des 4 qui me donne un petit peu l'idée de la cause de la souffrance, c'est la tendance sociétale à la maternification. Vous savez ce que c'est qu'une maman? Une maman, elle aime bien ses enfants. Donc elle va les couver, elle va leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent s'habiller, fais ceci, fais pas cela, etc. Ça c'est le côté maternel. Alors, je ne vais pas parler de maman, je ne vais pas parler de papa, je vais parler plutôt de la tendance yin et yang. La tendance yin, c'est une tendance à la maternification. C'est-à-dire entourer ses petits-enfants et faire tout à leur place, etc. etc. Ça c'est la tendance yin. Et la société a un peu basé son fonctionnement sur cette tendance-là. Quand il arrive quelque chose, il y a la sécurité sociale, il y a la police, il y a les pompiers, il y a ci, il y a là. Il y a tout un ensemble de choses qui va vous aider quand vous avez un état de crise. Quand vous avez un état de problème, un problématique, la société va vous aider. C'est une société un peu maternelle. Le côté yang, on en parle peu, mais il existe aussi, c'est le côté de la cause et de l'effet. Donc il y a une cause qui fait, bon voilà, il y a cette cause-là, et si tu fais ça, ben, la conséquence, elle sera là. Ça, c'est l'éducation qui va permettre de dire à la personne, je te dis ce qu'il y a à faire. Donc autant la société du côté yin, maternel, c'est du nourrir, c'est nourrir la personne. Autant le côté paternel, c'est le côté du guide, c'est de la guidance. Et le guide, il va dire, il y a ça qui existe, je te donne la liste de ce qui se passe. Les conséquences, c'est éventuellement ça, mais tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mon garçon ou ma fille. Développe-toi et acquiert cette autonomie. Mais la société, elle pousse dans le sens de la partie maternelle. Donc ces 4 points-là, et on les comprend, ils sont très bien, hein, je vous ai dit, ne réfléchissez pas, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'amalgame à faire là derrière, c'est simplement quelque chose qui doit vous éveiller, cette façon de tourner, un peu sortir de la foi du charbonnier. Vous savez, celle qui dit j'ai établi tout ça existe et puis il faut y croire parce que c'est comme ça. Essayez simplement de vous poser l'ouverture d'esprit, ou bien ayez cette ouverture d'esprit de vous remettre en question des choses élémentaires et qui ne sont pas toujours claires. Donc le premier point, c'est qu'on se retrouve avec... donc il y a une société qui nous met dans le mental, il y a une société qui nous fait faire plutôt que être, et qui nous pousse un peu à ce truc-là. Le troisième société, c'est qu'on est un peu... le troisième point, c'est qu'on est un peu dans une société qui nous materne, quelque part, et les conséquences de tout ça, et donc on est toujours occupé d'essayer de trouver des causes de la souffrance, les conséquences de tout ça, eh bien c'est que finalement, on va
pas avoir de responsabilité de la vie dans laquelle que l'on a. On va se retrouver avec un gros paquet qu'on a eu et pour lequel on va culpabiliser, mais cette culpabilité est une fausse culpabilité parce que ça devient une fuite, parce qu'elle nous empêche de prendre notre responsabilité. Or, il y a toujours un distinguo à faire entre culpabilité et responsabilité. Quand la chose est là, je n'ai pas à culpabiliser de ça. Je n'ai pas à culpabiliser que la société dans laquelle je vis m'a plongé dans quelque chose qui la sert elle, et non moi, et non moi. Par contre, la responsabilité de ma vie, de l'être, de ce que je suis moi, à l'intérieur de moi, elle est de prendre ce paquet-là, d'y réfléchir et de transformer cette histoire-là, pour prendre la responsabilité de ma vie. C'est pour ça que je dis ode à la vie, parce que quand on commence à comprendre que la vie, on l'a donnée en pâture à la société dans laquelle on est, eh bien, généralement on travaille en mode automatique, ce qu'on appelle travailler en mode automatique. Donc on a une vie qui est subie. Et c'est au gré de ce que la société veut bien nous attribuer, de ses désirs, de ses non-désirs, de ses changements, etc., etc. Nous, on va suivre la tendance. On va suivre la tendance de cette société-là, et en fonction de son bon vouloir, on va finir par déterminer ce que nous sommes par rapport à ce qu'elle est, elle, et qui sert ses intérêts, je vous le rappelle. Donc si on veut retrouver notre être-té, c'est-à-dire ce que nous sommes au départ, eh bien on a une responsabilité à prendre par rapport à la vie que l'on a. Simplement en disant « Stop, j'ai bien compris que la référence que j'avais jusqu'à présent, elle est à l'extérieur, qu'on me l'a imposée, donc je n'ai pas culpabilisé ça, mais par contre, peut-être qu'il faudrait qu'à un certain moment, je remette en ordre mon système de valeurs et mon système de référence en disant ben, « C'est marrant, effectivement, je suis très dépendant des autres, je suis très dépendant de l'influence de ci, de là. » Parce que si on ne fait pas ça, effectivement, on va se retrouver dans le marasme de toutes ces sociétés qui se fait un plaisir d'utiliser la négativité, d'utiliser les informations, les fakes, etc. Et on va se laisser trimballer par ce genre de choses. La responsabilité aussi par rapport à notre corps, à ce que nous sommes. On nous a fait naître avec un état complet des pieds à la tête. Alors pourquoi on renie notre corps? Pourquoi on renie notre émotionnel? Bizarre quand même. On est là avec un corps, on est là avec un émotionnel, on est là avec des sensations et des émotions qui sont dans le corps, et on est là avec des pensées qui sont dans la tête, dans le mental. Pourquoi nous dénigrons systématiquement nos émotions? Et comme on n'en prend pas compte, et comme on le rejette, et qu'on a des craintes par rapport à ça, à nouveau, la société extérieure va se faire un plaisir d'utiliser ce genre d'informations. Je prends par exemple le neuromarketing. Je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est que le neuromarketing, mais c'est des théories en fait qui sont relativement nouvelles, donc ça date de près d'un siècle, où on s'est rendu compte effectivement que dans les cerveaux qui est divisé en 3 étages, le cerveau limbique qui gère les émotions réagit bien avant le néocortex qui est dans le raisonnement. Et donc comme les gens sont dans le déni de leur émotion, vous inquiétez pas, la société va s'en occuper. Ils vont s'occuper de votre petit cerveau limbique et ils vont vous faire vendre des choses par l'émotionnel que vous n'arrivez pas à gérer et que vous ne maîtrisez absolument pas, mais ils vont vous faire vendre des choses avant que votre néocortex puisse raisonner, vous raisonnez vous. Et donc on peut utiliser ce genre de choses-là si de nouveau on est en mode automatique. Alors, on est effectivement dans une société qui nous pousse plus à faire et à avoir en référence plutôt qu'à être. C'est-à-dire que ce que nous sommes, on a fait un amalgame complet entre, je ne sais plus effectivement si je suis un homme avec un esprit, un corps, avec une conscience, ou si je suis un avocat. Bonjour monsieur, vous appelez Dupont, bonjour, qui êtes-vous? Ben, je suis avocat. Non, vous n'êtes pas avocat. Vous faites un métier qui tourne autour du droit, vous faites de la médecine, mais vous n'êtes pas avocat. Vous n'êtes pas avocat. Vous êtes un être humain avec des émotions, avec une sensibilité, avec ci, avec là. Ça n'existe pas. On fait l'amalgame complet entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et vous ne pensez pas que c'est une cause de souffrance. Et on va voir pourquoi après. Alors, la dernière conséquence du fait d'être un peu materné, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens en souffrance, quelque part,
ben finalement ça leur fait plaisir d'être en souffrance. Ils sont contents de souffrir finalement. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans la société où si vous avez un petit peu mal, oh bah on va s'occuper de moi, on va m'aimer. Si je dis pas que je fais pas de petit caliméro, que je victimise pas, ben, peut-être qu'ils vont plus m'aimer, il va falloir que je fasse tout seul. C'est pas facile. Et donc le fait que la société nous a un petit peu maternés dès le départ, c'est dans la tendance, c'est dans ce qu'on a été éduqué pour ça. On aura tendance ensuite dans nos souffrances à dire je vais continuer encore à croire que je ne suis pas bien parce que comme ça je vais pouvoir être cocooné un petit peu plus longtemps. Je vais pouvoir encore être materné un petit peu plus longtemps. Et puis ça va permettre aux gens de rester dans leur souffrance et pas d'en sortir. Donc vous voyez que le système il est quand même relativement bien fait. Il y a de la souffrance parce qu'il y a une différence entre le faire et l'être. Et puis le reste du système vous responsabilise pas, vous laisse tomber dans cette histoire-là. On insiste pour l'instant, en tout cas, et je le disais tout à l'heure à quelqu'un, on a, dans le temps, dans les années 30 ou 40, on subissait beaucoup de violences physiques. C'était c'était un mode d'apprentissage. La société dans laquelle on était, c'était de la violence physique, c'était de la dureté, c'était ci, c'était là. Maintenant, on est plus dans la violence psychologique. C'est loin d'être mieux. Après ça, il n'y a plus rien. Donc c'est qu'après ça, il va falloir quand même qu'on se rende compte effectivement que depuis très longtemps, on est en train de partir sur une mauvaise base et qu'il va falloir qu'on change son fusil d'épaule. Ce que je veux signifier par là, c'est qu'on se rend compte que le fonctionnement dans le mental arrive à sa limite. Moi, je l'entends très souvent, même de la part de gens qui sont dans les banques, dans l'argent, dans les administrations. Ils se rendent compte qu'il va falloir absolument qu'on s'occupe de notre émotionnel. Parce que là, on n'en peut plus. Je travaille beaucoup avec les zèbres, c'est-à-dire les hauts potentiels, les surdoués, etc., etc. Ce sont des gens qui ont, je ne parle plus d'intelligence, parce que l'intelligence, personne ne l'a définie jusqu'à présent. Grandner en a défini 8, mais je parle de potentiel. Ce sont des gens qui ont un potentiel extraordinaire, mais vraiment un potentiel extraordinaire. Mais entre le corps mental et le corps physique, il y a un corps émotionnel qui est là. Et ce corps émotionnel les met dans un état incroyable qui fait que leur diplôme de Bac plus 32 ne sert à plus rien quand ils doivent prendre un train. Leur diplôme de Bac plus 32 ne sert à plus rien quand ils ont eu une engueulade de quelqu'un qui les a complètement foutus dans leur émotionnel et ils ne savent plus comment réagir. Ou ils se retrouvent devant une conférence comme celle-ci où toute la compétence et toute l'intelligence qu'ils ont ne sait pas ressortir parce qu'il y a un stress complet qui fait qu'ils ne savent pas ressortir. Le système émotionnel est pour l'instant occupé de prendre une place dans la génération X, Y, Z de tous ces jeunes-là, où il va falloir s'occuper sérieusement de ce truc-là, sinon le potentiel dont ils disposent, qui est extraordinaire, qui n'est pas dans le courant normal de la société, puisqu'on a changé de paradigme pour ces raisons-là, et puis leur cerveau ne travaille pas de la même manière non plus. Si on ne prend pas en considération le corps et l'émotionnel, on va droit dans le mur. Et donc il y a vraiment un paradigme à remettre dans notre tête en disant « Ok, si je veux être mieux, eh bien, je vais peut-être commencer à sortir un peu de ma tête. Je vais commencer peut-être à sortir à un certain moment du passé, du futur. Je vais essayer d'un moment de dire « Qu'est-ce que je vis là maintenant ?» Et moi, quand j'ai des angoisses, puisque je suis dans le même cas que tout le monde, quand moi je vis une angoisse et que je ne me sors pas de cette angoisse-là, j'ai un truc tout bête. Où es-tu, Patrick? Je suis là. Sens-tu le contact avec tes pieds, de tes pieds avec le sol? Oui. Mais après 3-4 minutes de ce traitement-là, il n'y a plus d'angoisse. Votre corps, il vous laisse tranquille, il vous laisse en paix. Quel est le problème? Est-ce que c'est une angoisse de la mort, d'une autre peur? Non, c'est juste un message, c'est votre corps qui crie au secours, qui dit « Hey, oh, je suis là !» Et donc, ce que je veux sortir et ce que je veux absolument exprimer ici aujourd'hui avec cette conférence-là, c'est que la cause de notre souffrance, elle est dans le fait qu'il y a une mauvaise compréhension entre ce que nous sommes et la référence que nous avons prise par rapport à la société qui est à l'extérieur de nous. Notre référence, elle est intérieure. Acceptons juste le postulat. Je ne vais pas rentrer dans des grandes théories énergétiques. Pourtant, je suis énergéticien, je vais simplement dire, acceptez juste le postulat qu'il y a une partie de nous dans la forme. Et quelle forme? Merci pour ceux qui font la remarque. Avec leurs pensées, parce que je les entends jusqu'ici. La forme.
et une partie de vous dans la non-forme, qu'on peut appeler, vous appelez ça comme vous voulez, la conscience, l'âme, la super-conscience, le grand soi, appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas parler de chakra, on va pas parler de corps aurique. Simplement, le postulat, tout simple comme en mathématiques, il y a une partie de moi dans la forme, il y a une partie de moi dans la non-forme. Prenez ça en considération et gardez simplement ça en vous. Vous ne savez pas où ça se trouve, c'est pas grave, mais ça passe par le corps. Le corps est la porte du temple, c'est ce qu'on mettait sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le corps, c'est la porte du temple. Donc ça passe par le corps. Est-ce que c'est le corps? Non. Mais ça passe par le corps. Et ensuite, ça a plus tendance à être là, au niveau du cœur, que là. Ça, c'est des petits indices. Donc, même si vous ne savez pas ce que c'est que cette partie de vous dans la non-forme, ça se passe à ce niveau-là. Et donc, le fait de retrouver votre corps, votre corporalité, et d'accepter, d'accueillir cette corporalité, vous allez aussi accueillir ce que vous êtes, ce qui est vous, mais fondamentalement vous. C'est-à-dire cette partie de vous qui est dans la non-forme. Cette conscience, c'est elle qui vous insuffle cette énergie de vie. Si elle décide un jour de couper le gaz, vous tombez mort, directement. Et donc si vous êtes encore en vie, c'est parce que cette partie de vous dans la non-forme qui vous aime énormément est occupée encore toujours de vous transmettre cette énergie. En disant, voilà, continue tes expériences. Et vous voyez où je veux en arriver. Les événements de la vie qu'on n'a pas appris, parce que la société ne nous a pas dit que ça allait arriver comme ça, les événements de la vie qui sont arrivés, les difficultés, ce qu'on peut appeler des difficultés. Oh, la vie, elle est dure. Non, la vie, elle n'est pas dure. La vie, elle nous amène des choses. Il n'y a que le mental qui interprète ça comme difficulté. C'est vraiment une vision du mental. Mais les choses sont telles quelles. Je prends par exemple l'idée de la mort, si ça doit arriver dans notre vie, la fatalité qu'on perde un être cher. Il n'y a personne sur Terre qui peut me dire maintenant, moi, j'ai jamais vécu ce truc-là. Ça n'existe pas. Si on naît, on a forcément un géniteur, une génitrice, on a forcément un relationnel et des amis, on est sûr et certain qu'un jour on va être confronté à la mort. La nôtre ou celle des autres. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ne s'en sortent pas avec cette histoire-là. Je vous parle de la personne qui a fait 40 ans, qu'ils ont perdu leur vie à cause de cette histoire-là. Prenons une idée extrême de celle de la mort, mais ça peut être un simple accident de voiture. Ça peut être une simple rencontre d'une personne qui nous a mis hors de nous, qui nous a fâchés, qui nous a mis dans un état grave en disant c'est un con, qu'est-ce qu'il a besoin de me dénigrer ainsi, etc., etc. Et on va commencer à tempêter. Qu'est-ce qui se passe? Si on vous met des anges sur la route, comme par exemple quelqu'un qui va vous faire sortir hors de vous, et qui vont vous faire vous mettre dans une colère terrible, je le dis en rigolant, je vous ai dit, prenez pas tout ce que je dis au premier degré. Si on vous met un ange sur votre route, mais au lieu de le considérer comme un démon qui est là en train de vous attaquer, pensez que c'est peut-être une opportunité de quelqu'un qui vient en vous et qui a exactement le même défaut que vous, et qui va justement vous faire travailler sur ce défaut-là. Donc effectivement, ce qui nous arrive comme événement, je ne rentre pas trop dans les détails, ce qui vous arrive comme événement, quel qu'il soit, ce sont peut-être des opportunités de cette partie de vous dans la non-forme qui vous demandez d'avancer sur votre être et non pas sur votre avoir, parce que lui s'en fout cette partie-là. Et donc considérez-le comme tel, considérez ces choses qui arrivent comme une opportunité plutôt que comme une fatalité. Qu'est-ce qui va se passer si on agit comme ça? Alors on va surtout arrêter de perdre son temps à commencer à faire la première chose que le mental il adore faire. Dès qu'il arrive quelque chose, je vais résister. Je vais m'opposer à. Il va y avoir de la résistance. Et elle s'appelle comment la résistance? Elle s'appelle la négativité. Et la négativité, c'est l'idée du mental qui dit, tu vois, c'est pas normal ce qui arrive, tu ne dois pas vivre ça, tu mérites mieux, etc. Tu dois te plaindre, va en opposition. Et on va commencer à perdre énormément de temps à lutter contre une chose qui est dictée par un être intérieur qui nous dit, tu vois, je te mets un petit caillou sur ton chemin là, le chemin qui est ma vie, la vie c'est ça finalement, je te mets un petit caillou pour que justement tu prennes conscience de ce caillou-là, que tu puisses y travailler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à refuser, à t'opposer, négativité, etc., etc., etc. La problématique, c'est qu'on procrastine, on perd beaucoup de temps avec ça.
On perd énormément de temps avec ça. Alors que si on le prenait, on considérait les choses de manière plus saine, en disant, bon voilà, ce qui m'arrive, est-ce que je ne peux pas le prendre en considération comme une opportunité ou quelque chose qui peut me faire grandir? Mais on traite la chose et on passe à autre chose. Quand il y a un problème à une solution, il n'y a pas de problème. Quand un problème n'a pas de solution, il n'y a pas de problème non plus. Donc considérons les choses qui arrivent dans notre vie, non pas comme une fatalité de quelque chose qui est dicté par l'extérieur à nous-mêmes, mais comme quelque chose qui peut être dicté par un être intérieur qui a besoin absolument que nous évoluions dans notre vie. Parce que la société, elle ne nous donne pas cette possibilité-là. Et si on évolue, c'est pour être encore plus avocat, pour faire des cours supplémentaires, pour avoir une autre formation, pour faire encore autre chose, pour avoir encore autre chose. Mais au niveau de l'être, qui peut vous aider au niveau de ce que vous allez vous grandir à l'intérieur, autrement que cet être intérieur. Et en plus de ça, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il n'y a pas de vacherie là-dedans. Il n'y a que de l'amour. On interprète très mal cet amour, mais c'est que de l'amour. Et c'est l'être intérieur qui est là, c'est votre meilleur formateur. Personne d'autre que lui ne pourrait vous apporter exactement ce qui vous manque. Ni plus, ni moins. J'en veux pour preuve, on vit tous dans le même monde. On vit tous dans le même monde. Pourquoi il y a des gens qui vivent des choses et pas d'autres? Parce que ce n'est pas le monde, c'est notre monde. Et la vie, c'est pas le monde. Et on fait un amalgame avec tout. La vie, c'est pas le monde. Notre monde à nous, notre être intérieur. La vie, c'est le petit chemin là qu'on est obligé de suivre, parce que c'est elle qui nous l'impose quelque part, cette partie intérieure de nous. Mais on ne veut pas l'écouter. On fait de la résistance. Résistance, négativité, souffrance. Et puis à un certain moment, je vous dis, quand à un certain moment vous commencez à comprendre ça, et que vous arrêtez de vous opposer à tout ce qui arrive dans votre vie, même si c'est quelque chose de compliqué, ben ça ne vous empêchera pas de souffrir, ça ne vous empêchera pas de vivre l'émotion très fortement. Quand vous perdez, moi si je devais perdre ma fille, ben évidemment que ce ne serait pas agréable et que je vais souffrir, je vais en avoir peur, je vais en avoir mal, pardon. Mais ça ne va pas m'empêcher quelque part de me dire derrière, voilà, je n'y peux rien, je ne suis pas coupable, je ne suis pas responsable de cette histoire-là, et je le vis comme une épreuve qui va me faire grandir. Qui va me faire grandir à quel niveau, par exemple? On prend cet exemple-là, mais qui va me faire grandir, par exemple, au niveau de l'attachement. Est-ce que tu n'es pas attaché à ta fille de manière inconsidérée? Parce que toi, tu as donné ta fille, tu as généré quelque part un spermatozoïde qui a fait ton enfant, mais après, ton enfant ne t'appartient pas. Ton enfant, c'est ton enfant, il a le droit de vivre, il a le droit d'exister. On est là que pour faire le transfert d'une âme à un plan terrestre. Cet enfant, il ne nous appartient pas. Et si on attache trop d'importance, eh bien on va vivre cette séparation comme quelque chose de dramatique. Mais si on a accepté finalement que, et en plus de ça, si on sait que ce qui se passe de l'autre côté après la mort, et que je peux vous rassurer tous, hein, vous n'y croirez pas, je le sais, il faut le vivre, mais vous, madame, vous avez peut-être compris, voilà, mais je peux vous rassurer que de l'autre côté, n'ayez pas peur de la mort, hein, loin de là. Loin de là, c'est très bien de l'autre côté, c'est très très beau. Mais ce qui est important, c'est de considérer la vie avant la mort. C'est de dire que toutes les opportunités qui arrivent vont vous permettre d'avancer, vous permettre de vous grandir, vous. C'est ça qu'il faut considérer. Et que c'est fait en vertu d'un formateur, l'idéal, le formateur idéal qui vous aime à un point que vous ne pourriez imaginer. Simplement, la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est essayez d'écouter ce que ça fait résonner en vous. Ouvrez-vous simplement à dire, moi déjà je ne me considère pas dans mon corps, alors effectivement je ne vais certainement déjà pas me considérer dans quelque chose qu'il y a après, dans une autre dimension. Ouvrez-vous d'abord à votre corporalité complète, et soyez en harmonie complète entre ce que vous avez, vous allez déjà voir que le niveau de stress il va diminuer. Et après quand vous serez là, vous allez dire, tiens, il y a quelque chose qui me titille à ce niveau-là. Eh bien, portez votre attention sur cet aspect-là de votre corps, et puis vous allez rentrer dans une dimension qui est différente, autre, mais avec lequel vous pouvez communiquer aussi bien qu'on est occupé de communiquer maintenant. Et cette dimension-là, elle va vous apporter non plus ce petit intérêt-là qui est donné par l'ego, mais quelque chose d'énorme. Il y a une base de données qui est 1 milliard de fois plus intéressante là derrière que celle que l'ego peut faire.
Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez un truc, vous roulez en voiture. Vous avez comme seule référence les yeux, votre sensation qu'il y a dans les mains, vos 5 sens, etc. pour déterminer ce qui se passe. Si vous faites appel à votre conscience, moi quand je suis occupé de rouler quelque part, ben, je demande à ma conscience à moi de dire, tu sais, tu ne peux pas me trouver une place parce que je vais arriver à tel endroit à telle heure, est-ce que je ne peux pas trouver une place pour me garer? Je vous rassure, hein, depuis des années, j'ai toujours une place pour me garer. Hein. Toujours. Hein. Ça, ce n'est pas mes 5 sens qui le font. Hein. C'est parce que quelque part, il y a cette partie de moi dans la non-forme que je reconnais. Parfois, elle me fait râler, hein, parce que je ne suis pas content avec les merdes qu'elle m'envoie. J'en conviens. Mais je finis toujours par me rendre compte que moi, si je suis arrivé à mon âge maintenant, les choses qui m'ont fait avancer le plus, je peux vous le dire, c'est les emmerdements que j'ai eus. Alors franchement, est-ce que c'est des mauvaises choses? Ben non. Ce sont les choses qui m'ont fait avancer le plus dans ma vie. Et si je suis maintenant ici à pouvoir vous parler, c'est que j'ai fait un travail sur moi qui est possible par les difficultés premières, l'estimation des difficultés premières que j'ai vécues. Et qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Ben, ce mental qui dit « Non mais Dieu, t'as pas besoin de vivre ça hein, ici ». Je parle belge comme ça, vous comprenez tous qui je suis. Mais ça veut dire que quand je commence à m'opposer à ce qui est, à la vie telle qu'elle m'est donnée, je souffre. Quand les choses viennent et que je dis « Ok, bon, bah, je ne suis pas content parce que voilà, on vient de rentrer dans ma voiture, etc. Je ne suis pas content, mais je vais le prendre pour quelque chose d'intéressant. » On m'est rentré dans ma voiture. J'avais une voiture, on m'a cassé, il y a un type qui m'est rentré dedans. Ça fait pas plaisir finalement. C'est vrai, hein? Ça ne fait jamais plaisir, on vous rentre dans votre voiture. Et on me défonce tout l'arrière. Et je regarde, et je dis, oh, merde, c'est chiant, c'est pas. Puis c'est des frais, etc. C'est con. Et puis je regarde un petit peu, je me remets, je dis, oh Patrick, tais-toi, commence pas à revenir humain et être dans le mental de nouveau. Essaye de regarder ce qui se passe. Et je regarde dans les définitions, véhicule, signification du véhicule, dans la synchronicité de Jung, etc., etc. Le véhicule, partie arrière, c'est le passé. Oh, tiens, on est en train de me défoncer l'arrière de ma voiture, donc ça veut dire, occupe-toi de ton passé. D'accord. Je commence à comprendre le message et je travaille sur ce passé, je fais un petit travail, voilà, je fais le travail de soigner un peu mon passé. Parce que voilà, j'ai encore une relation à ma mère très difficile, j'ai une relation à mon père catastrophique. Et donc je fais ce travail. Mais figurez-vous, on m'a donné de l'argent pour réparer ma porte arrière de voiture. Je n'ai pas dépensé un franc. Parce que j'avais fait ce travail. J'aurais pas fait le travail, j'aurais rien eu. Et il y a un deuxième qui me serait rentré dedans. Ça, je suis sûr et certain. Parce que tant que vous n'avez pas compris le message, ben, l'univers, il est là pour vous répéter en disant, tu sais Patrick, avant de pouvoir continuer et d'ouvrir une autre porte, n'oublie pas de fermer l'autre porte parce que sinon ça fait des courants d'air. Et donc c'était un petit peu ça qu'il faut. Si on fait un changement de vie et si on veut changer, si on prend la responsabilité de sa vie, il faut tenir compte de ce que l'univers nous envoie comme message. Et il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Il faut prendre et considérer effectivement qu'il y a une partie de vous dans la non-forme qui n'a pas d'autre moyen de vous amener à cette compréhension que par les événements qui vont se passer. Donc renouer, beaucoup de gens aussi confondent la cause et l'effet. Renouer avec cette partie de vous-même. La première chose, si vous voulez diminuer votre souffrance, renouer avec vous-même dans ce que vous êtes dans la forme. Renouez avec votre corps. Reprenez conscience de votre corps. Simplement dire, voilà, sachez à tout moment où se trouvent toutes les dimensions de votre être. Qu'est-ce qui fait ton bras là maintenant? Ben, il est en train de faire ça, mais votre esprit, il est là. Il n'est pas dans ce que je suis occupé de faire, dans ce que je suis en train de penser. Il est dans mon corps. Je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et ensuite, les émotions et les sensations qui se passent dans mon corps, c'est pas mauvais, hein? C'est souvent, bien souvent des messages qui disent souvent d'ailleurs, reviens dans ton corps. Il faut pouvoir les entendre. Mais c'est surtout aussi cette partie-là qui va vous permettre d'interpréter ce qui se passe autrement. Et vous verrez que là, dans ce corps-là, on ne connaît pas encore toutes les dispositions, mais il y a plus de mémoire là que là. Et vous verrez que quand il y a des pensées qui sont dans votre tête, qui font que vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous allez juste dans votre corps, vous verrez que bizarrement, les pensées qui tournent en rond dans votre tête, elles disparaissent. Pourquoi?
Parce que le mental, le générateur, c'est le corps qui dit « je ne suis pas bien » et le mental qui dit « oh, t'es pas bien mon chéri, ben, je vais venir avec toi ». Hop, et je vais de pire en pire. Mais en réalité, la cause première, elle est dans le corps. C'est un mal-être du corps qui fait que, comme on n'est pas aligné avec l'être, l'être, il n'a que ça à vous faire. Au départ, quand on est ensemble et aligné, égaux, partis dans la non-forme, tout va bien. Là, je suis dans les névroses, là, je suis dans les psychoses, et donc je crée quelque part une tension, une différence de potentiel. Puisque pour faire une différence de potentiel, une tension, il faut au moins, en physique élémentaire en tout cas, deux choses qui ne vont pas dans le même sens. Partie d'ego, partie de forme, partie non-forme. Et donc ici, au départ, la tension, elle est légère, hein, tic-toc, névrose, pas de problème. Là, ça commence à être plus grave. Et puis, si l'ego, il résiste et il résiste et il résiste aux appels de cette conscience, ben, il va créer des maladies, des cancers, des histoires comme ça, et puis le corps va finir par somatiser toute cette problématique-là. Il faut simplement se réaligner. Il faut simplement, dans un premier temps, reconnaître. Vous savez, les gens qui ont des symptômes de la souffrance de rejet, d'abandon, de trahison, ils ont trahi qui, vous croyez? Qu'est-ce que la partie de vous quelle est la partie de vous qui est en train d'exprimer dans la souffrance d'abandon, la souffrance de rejet, la souffrance de trahison? Qu'est-ce qu'elle est occupée de vous dire? Je vais te mettre en face de quelqu'un qui va te faire vivre exactement ce que moi je vis avec toi. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas rejeté, tu ne me reconnais même pas. Reconnaissez votre part intérieure et vous verrez qu'en vous, il n'y aurait jamais plus de souffrance d'abandon, ni de rejet. Parce que elle est simplement en train d'exprimer la problématique qu'il y a entre vous et vous. C'est-à-dire votre être-té. Qui suis-je? Et à partir du moment où vous avez reconnu, ok, je ne sais pas trop comment tu es, mais je reconnais effectivement ton existence, ben vous verrez que, bizarrement, dans votre entourage, il n'y aura plus personne qui va vous faire la blague de vous trahir, la blague de vous abandonner, la blague de vous rejeter. D'abord, vous n'aurez plus besoin des autres, c'est déjà la première chose. Mais c'est ça que je veux dire. Donc il y a une question d'interprétation de toutes sortes de choses, et la souffrance, elle est basée sur le fait, et sur le simple fait, qu'on ne se reconnaît pas. Alors on n'a pas à culpabiliser parce que je vous ai expliqué effectivement que ça c'était vraiment une façon de voir dictée par la société parce que ça sert ses intérêts, mais revenons en nous, revenons en ce que nous sommes, nous. Esprit, corps et partie de nous dans la non-forme qu'on accepte de voir et d'accueillir et les bras ouverts. Ça vous parle ? Et je pense que, personnellement, la cause de beaucoup de souffrance vient de là. Alors maintenant, je rappelle quand même, moi je suis un être libéré, hein, j'ai été de l'autre côté, je suis Dieu en fait. Bon, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, mais ça reste entre nous, il ne faut surtout pas que les autres le savent. Vous savez que quand on est un être libéré, je ne le suis pas, hein, je rigole, je fais plein de jokes, hein, je suis un grand blagueur, mais quand on est un être libéré, quand on a accepté cette part de nous dans la non-forme, ça ne nous empêche pas d'avoir des emmerdes, hein. Donc les emmerdes viendront quand même. C'est la considération qu'on en a, et c'est la considération que ce ne sont plus des emmerdes, mais des messages qui nous permettent d'avancer encore. Parce que si en fait j'étais libéré, je ne serais plus ici pour vous parler. J'ai autre chose à faire sur Orion, où j'ai des trucs à faire avec les anciens poteaux qui sont là-bas. On avait monté une entreprise là-bas, et puis j'ai dû arrêter pour venir sur Terre. Donc je préférerais retourner là-bas si j'étais libéré, que de continuer à faire des conférences en disant aux gens, écoutez... Non, donc, mais les emmerdements seront toujours là. C'est la simple considération de ce qu'ils sont qui change. On va devoir les vivre. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des choses qui vont nous faire grandir. Et je vais dire, merci mon petit formateur adoré que j'aime beaucoup, de m'apporter ce petit emmerdement qui va permettre de travailler encore sur moi pour être mieux encore demain. C'est ça qui fait qu'on est libéré. On reste humain, on reste dans le monde humain. Mais le fait d'être négatif et de s'opposer à tout ce qui vient en disant « ouais, je ne suis pas content, c'est le gouvernement, c'est la faute des autres, c'est ci, c'est là ». Mais non, mais regarde, de toute façon, c'est toi que ça gêne, ce truc-là. Alors pourquoi, au lieu de perdre ton temps et de procrastiner, à râler, à trouver des solutions, des excuses, etc., tu ne prends pas ce problème à bras-le-corps en disant « je résous ça tout de suite, je regarde d'où ça vient, et puis on passe à la chose suivante ».
ça vous évitera quand même beaucoup de souffrance inutile. Enfin, elle n'est jamais inutile, puisqu'elle vous permet justement à un certain moment de prendre conscience de ça. C'est surtout ça, voilà. D'accord ? Vous voyez que j'avais que des conneries à dire aujourd'hui, il ne fallait pas y réfléchir de trop, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, et finalement ça, le temps n'a pas beaucoup d'importance. Le temps n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est surtout que, au moins, si ça peut, si j'ai planté une petite graine aujourd'hui et que ça germe après, je serai heureux. Parce que, vous savez pourquoi je serai heureux ? Mais il n'y a pas que ça, hein, donc si vous voulez que vous ayez la copie de cette conférence, vous pouvez vous inscrire sur le stand, je vous l'enverrai par mail. Mais cette conférence-là, enfin cette causerie-là, c'est pas une conférence, soyons humbles, elle fait partie d'un ensemble de beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses effectivement. Et donc, si vous prenez conscience de ça, en vertu de lois, de théorie quantique, qui datent d'un siècle, hein, le paradoxe EPR de non-séparabilité des éléments, ça date déjà d'un siècle. Mais je peux vous exprimer aussi le fait qu'on soit tous connectés. Vous savez que madame, nous sommes connectés. Vous êtes moi et moi je suis vous. Oui. Et je suis tout le monde. Et vous êtes tout le monde. Et on est tous un peu interconnectés en vertu des photons qu'il y a. Pardon ? Vous êtes Dieu, forcément. Mais ça veut dire quoi, ce que je veux dire ? Je le dis toujours sous forme de blague, mais il faut toujours rigoler dans la vie. Vous savez ce que j'ai sorti comme truc ? Je me suis dit, au départ de mon analyse de savoir pourquoi il y avait tant de souffrance, je me suis dit que c'était parce que dans le mot souffrance, il y avait France. J'ai trouvé. Je me suis dit, ça c'est le problème. Le problématique, elle est là. Mais en fait, c'est pas vrai, c'était une blague. Non, mais est-ce que... De temps en temps, vous parlez belge. Oui, bah oui. Mais c'est pour ça que je le dis aussi. J'aurais pas dit dans sous belge, il y a belge. Ça n'existe pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée, c'est pas de faire quelque chose. C'est que si vous êtes bien, vous allez rayonner bien. Et vous allez m'aimer. Et j'ai besoin d'être aimé. C'est-à-dire que si tout le monde prend conscience, effectivement, de cet esprit créateur qu'il est en lui, de pouvoir transformer son monde, et qu'il n'a pas besoin de cette référence externe, si tout le monde prend cette idée et se rend compte effectivement qu'on est créateur de notre monde, et que comme on ne confond pas la cause et l'effet, c'est pas la peine d'attendre que le monde y change pour qu'on devienne meilleur, parce qu'on peut attendre longtemps. Il faut que nous changions. Il faut que nous, on retrouve cette part de nous qui est créatrice, avec l'aide qu'on a de cette partie de nous dans la non-forme, parce qu'elle va nous apporter éventuellement beaucoup de choses. Mais si on reprend conscience de cette part créatrice, on va savoir reprendre conscience d'une vie qui est choisie, plutôt qu'une vie qui est subie. Et donc à ce moment-là, je vais transformer le monde dans lequel je suis. Et si le monde dans lequel je suis, il est beau, mais je vais attirer dans ce monde-là des gens qui vont rayonner quelque chose de chouette. Et donc on va finir par monter petit monde par petit monde, on va finir par changer le monde. C'est ça l'idée en fait. Reprendre conscience de ce que l'on est pour qu'on puisse mieux aimer les autres. C'est ça qui fait la différence. Et donc moi j'ai intérêt effectivement que vous soyez très très bien, même si je ne vous ai rien vendu. Pourquoi ? Parce que si vous êtes bien, moi je serai mieux en vertu du fait que vous allez créer un monde qui est meilleur. Et on va tous monter de taux vibratoire maintenant. Et je vais terminer par une note mauvaise. Vous savez que si on ne le fait pas, on va se faire très très mal bientôt. Parce qu'on arrive vraiment à un moment énergétique où il y a beaucoup de changements qui se passent et où on demande aux gens effectivement de prendre, d'affirmer l'amour qu'ils ont pour eux. C'est difficile, hein, ça peut encore faire l'objet d'une conférence de 3 heures, ça, l'amour de soi. Mais ça veut dire que l'essentiel, c'est de retrouver l'amour de vous qui vous manque. Apprenez à vous aimer parce que vous êtes des gens extraordinaires, vous êtes des gens formidables, des créateurs d'une puissance que vous ne soupçonnez même pas. Vous ne soupçonnez pas votre pouvoir créateur. Sauf que quand on dit à quelqu'un, ou bien quand on fait « ouais, c'est de la merde, il n'y a rien qui va », ben vous allez créer de la merde et qu'il n'y a rien qui va. Et si jamais vous commencez à dire « la vie elle est chouette, moi je vais transformer cette histoire-là », mais vous allez créer un monde qui est chouette pour vous et pour les autres. Le pouvoir créateur qu'on a, il est extraordinaire. Apprenez à vous aimer. Il ne faut pas culpabiliser. Vous n'avez plus à culpabiliser quelque part. Pourquoi ? Parce que on n'est pas coupable de ce que on nous a mis le bébé devant la porte.
Mais par contre, maintenant, on est responsable de la vie qu'on a. Et ça, c'est fondamental, de faire bien le distinguo entre culpabilité et responsabilité. Responsabilité, ça veut dire, je m'engage moi à venir mieux pour moi. Les autres, quelque part, ils ne m'intéressent pas. Parce que je sais de toute façon que quand moi je serai bien, je pourrai mieux aimer les autres. C'est ça qui fait la différence. On confond la cause et l'effet. Et quand j'ai travaillé sur moi, à ce moment-là, je vais pouvoir... Alors les gens, ils disent toujours, oh ouais, mais c'est égoïste ce que tu dis. Non, pas du tout. L'égoïste, c'est de dire, c'est le syndrome de la mère juive. Oh, mon pauvre fils, je t'ai tout donné, mais tu ne m'as pas aimé. C'est-à-dire que vous aimez un fils pour qu'il vous rende en retour. C'est pas comme ça qu'on aime vraiment les gens, quoi, quelque part. Le principe de l'amour inconditionnel et réel, on ne peut se faire que quand on n'est pas attaché aux gens. Je cite toujours un exemple, ils vont me dire, papa, tu te répètes. J'étais marié, j'ai eu une femme qui est quelqu'un d'extraordinaire, je me suis séparé de cette femme-là, j'ai divorcé de cette femme-là, je peux vous garantir que maintenant j'aime 1000 fois mieux cette personne-là que quand j'étais marié avec elle. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je ne suis plus attaché à cette personne-là. Parce qu'énergétiquement, c'est plus de l'amour chaussette. Parce que, comme tous les mecs, mea culpa sur la jeunesse, j'ai eu des erreurs de jeunesse, vous savez, madame, jusqu'à la semaine passée. Mais c'est comme ça. Mais au moins, je me rends compte que ça change. Pourquoi? Parce que finalement, c'était pas du vrai amour. C'était de l'amour où j'étais attaché à cette personne parce que j'avais besoin d'elle pour me faire à manger que je ne sais pas faire, pour laver mes chaussettes, etc., etc. Et donc ça, c'est pas du vrai amour. C'est de l'amour où vous tirez l'énergie de l'autre. C'est pas comme ça qu'on vit. Quand vous êtes détaché de la personne, quand vous êtes détaché de quelqu'un, vous pouvez l'aimer vraiment. Cet amour-là, c'est du don complet. Moi, je ne suis pas un filtre. Donc l'amour que je reçois, l'essentiel, c'est pas de recevoir, c'est pas de donner, c'est de faire circuler. Et j'ai plus de filtre à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'amour que je reçois, eh bien, je le renvoie, il part. Et ça tourne comme ça. Et l'avantage, c'est que 1 plus 1 égale 3. Parce qu'il y a un effet de synergie qui vient. Et le petit amour que moi je suis capable de donner et le petit amour que l'autre est capable de recevoir, si on se le renvoie, ça devient un amour 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que je suis capable de produire plus d'amour que la somme de toutes les parties en présence. Ça peut faire un monde formidable, ça. C'est le monde dans lequel vous avez... Est-ce que vous voulez choisir? Vous? Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, madame. Il n'y a que vous. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes au premier rang. J'ai tout de suite vu qui vous étiez. Il n'y a que vous qui vous pouvez faire ce monde-là. Il n'y a que vous. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Si vous voulez changer votre monde et le faire qu'il soit meilleur, changez ce qu'il y a en vous. Apprenez à vous aimer, vous, dans votre entièreté, forme, complète déjà, et puis non-forme. Et puis vous dites voilà. Vous savez, c'est toujours le pouvoir, la communication qui se passe entre la forme et la non-forme, c'est le pouvoir de la prière. C'est toujours un peu ce genre de choses-là. L'incantation, l'évocation et la prière. Restons simples. Mais combien de gens disent « Petit Jésus », je ne suis pas catholique, hein, je suis tout moi en fait. « Petit Jésus fait que ». Petit Jésus fait que. Vous voyez dans le truc, petit Jésus fait que. C'est-à-dire que, tu sais, petit Jésus, moi j'ai autre chose à faire, je vais boire mon petit pastis, et puis si tu pouvais le faire à ma place. Et souvent, on dit encore, petit Jésus, pire encore, petit Jésus fait qu'il se casse la figure. Parce que ça, c'est encore entendu aussi. Mais ça veut dire que c'est ça qui est important, c'est de dire, retrouvons ce pouvoir qui est en nous, mais quelque chose de créé qui est positif. Petit Jésus fait que. Petit Jésus fait que, ça veut dire je demande à autre de faire ce que moi je suis capable de faire. La partie de vous dans la non-forme, pourquoi vous croyez qu'elle n'est pas là, maintenant, à ma place en train de parler aux gens? Parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire en tant que mission humaine. Je suis venu dans la matière pour travailler au niveau de la matière. Alors s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, mais c'est pas la peine que je demande à lui, il ne sait pas le faire, puisque c'est elle qui m'a remis ici. Donc c'est un peu bizarre. Donc reprenons conscience de ce que l'on est dans cette totalité, de la responsabilité que nous avons, nous, dans ce que l'on est, dans les corps que nous sommes, et puis le monde, il tournera rond. On sera aligné. Et quand on est aligné, il n'y a plus de souffrance. Et ça veut dire quoi là, plus de souffrance? Tout est parfait. Tant qu'il y a de la souffrance, c'est pas grave, c'est un message. Voilà, j'en reste là. Si vous voulez la copie de la conférence, ben ce sera... Merci. Si vous voulez la copie de la conférence, inscrivez-vous sur la liste qui est sur le stand. Il y en aura d'autres, puisque cette conférence, elle continuera. Enfin, il y a déjà plein de choses de préparées, mais il y a d'autres choses qui sont chaque fois des thèmes qui peuvent éventuellement vous ouvrir et qui peuvent vous apporter de la compréhension.
Il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de haine, il y aura plus de... Ça va être un monde formidable. Un monde qui dit les choses. Pardon? C'est la manière dont chacun dit les choses. Voilà. Vous devez vous tourner vers vous, madame. Il ne faut plus regarder le monde à l'extérieur, il faut vous tourner vers vous. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Il y a plein de gens ici maintenant qui savent dire ce qu'ils ne veulent pas. Mais combien il y a de personnes qui sont capables de dire ce qu'ils veulent? Peu, hein? Peu, hein? Tout le monde prend toujours référence par rapport à l'extérieur. Merci. Je vous en prie.